Pourquoi l'Amiba est tombé en faillite? Comment son chiffre d'affaires s'est effrité au fil des années? Quelle thérapeutique pour la relancer? Face à face ce dimanche 13 juin après le 13h, je reçois Danny Mukendi Wadinanga, économiste, expert gémologue d'Anvers. Elle a été longtemps l'un des fleurons de l'économie du pays. Après plusieurs années à l'arrêt, elle tente de redémarrer. Monsieur Danny Mukendi Wadinanga, bonjour. Bonjour. Économiste et expert gémologue d'Anvers, intermédiaire commercial et facilitateur juridique. Vous avez facilité, en effet, crédit de 2 millions de dollars à l'Amiba, précisément le 16 octobre 2008. Interface entre le CEC avec la firme anversoise, dans le cadre, avec une firme anversoise dans le cadre de la formation des experts évaluateurs de diamants à Anvers, avec l'objectif de l'implantation d'une école de gémologie à Kinshasa sous la supervision de la Fed, représentée en RDC par la COFED. Enfant MIBA, très proche de l'ancien PAD de l'Amiba, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Alors, monsieur Danny Mukendi, 80% des parts détenues par l'État congolais, 20% par la CIBECA, société de droit belge à l'origine. Aujourd'hui, on parle de Moana Africa PLC, à sa ressource groupe qui a repris depuis 2015, coté à la Bourse de Londres. C'est donc l'État congolais qui a conduit l'Amiba à la faillite. Merci de me recevoir dans ce magnifique plateau de Top Congo. J'ai bien saisi votre question, mais permettez-moi de restructurer la question en commençant par le début pour mieux comprendre l'Amiba. Si il faudrait donner un verdict sans expliquer pourquoi on le donne, ça serait mettre la charrue avant le bœuf. Ce que je voudrais essayer de relater rapidement, c'est l'histoire de la création de l'Amiba jusqu'en 1961, lorsque cette société devient MIBA en réalité. Mais comment c'est en 1906 hein? L'Amiba est créée légalement en 1961, mais elle est elle-même la Forminière. La Forminière, c'est la Société internationale forestière et minière du Congo belge. C'est une société qui a été créée en 1906 exactement par le roi de Belge, Léopold II. Léopold II crée cette société qui s'occupe de plusieurs secteurs à la fois, dont l'exploitation de diamants. Mais la création de cette société se fait avec l'aide des États-Unis. Léopold II utilise de l'argent belge, mais également de l'argent américain pour créer la Forminière. Voici le caractéristique international d'une société à charte créée au Congo, mais qui a des fonds qui appartiennent aux Belges et aux Américains. Bon. En 1908, le premier diamant est découvert à Chikapa. C'est là que l'activité minière spécifiquement liée au diamant commence. Chikapa produit du diamant, il y a une belle exploitation, et en 1913, la Forminière parvient à 1 300 000 carats de production annuelle, ce qui est déjà un exploit remarquable, car en 1913, le matériel de production n'était pas semblable à celui d'aujourd'hui. Le Congo de 1913 est buté à une situation, c'est la Première Guerre mondiale. Avec la fin des diamants en Inde, la production congolaise représente la deuxième plus grande production du monde après l'Afrique du Sud. Les prospections continuent. C'est seulement en 1918 qu'on découvre le premier diamant à Bakwanga, précisément à Lukalenga. Simplement, on constate qu'à Bakwanga, c'est une manne divine. On découvre par les géologues 13 pipes kimberlitiques, 5 massifs, des flats, c'est-à-dire des marécages très très riches en diamants, une rivière Lubilangi, mais bénie de diamants. L'exploitation de la Forminière se fait sur 2 pôles, le pôle de Chikapa ainsi que le pôle de Bakwanga. Et donc il y a la Forminière de Chikapa
et la fourmilière de Bakwanga. Mais Bakwanga produit du diamant d'une manière telle que, en 1945, ils atteignent presque 10 millions de carats de diamants par an. En 1959, ils sont à 14 millions de carats de diamants par an. En 1961, ils arrivent à 18 500 000 carats de diamants par an. Comment on peut expliquer la mutation entre Forminière et l'Amiba en ce moment maintenant? C'est l'indépendance qui change tout cela. La Forminière est une société à charte qui appartient à Léopold II, qui est associée pratiquement avec les Américains. Le 30 juin, nous sommes indépendants. Le Congo prend sa souveraineté. Il faudrait que, juridiquement, les sociétés changent pour qu'il y ait une appartenance congolaise qui apparaît. Mais simplement, en 60, il y a la déclaration, l'autoproclamation par le monopole Kalonji-Albert de ce qu'on a appelé l'État autonome du Sud Kasaï. Le patron de l'Amiba à cette époque s'appelle M. Cravate. Il est convoqué par M. Kalonji, par patriotisme Luba, ils doivent changer le nom. Et Kalonji lui dit, Société minière de Bakwanga, qu'on va appeler MIBA, à la demande de Monopole Kalonji. Mais techniquement, sur le plan international, rien n'a changé. Et les Belges continuent les Belges continuent à gérer l'Amiba et ils ont 100% de part. C'est leur société. Jusqu'en 65-66, l'Amiba ne verse pas ses impôts à Kinshasa. Vous comprenez cela? C'est même cela qui a créé l'un des points de ce qu'on appelait le contentieux belgo-congolais. Vous vous souvenez qu'il y avait la sécession du Katanga avec l'union minière du Haut-Katanga et avec la fourmilière MIBA, il y avait aussi l'État autonome. Donc ils versaient directement leurs impôts sur place et faisaient partir le diamant en Belgique. C'est pour vous faire comprendre que cette société a toujours été foncièrement un intérêt majeur pour la Belgique et les Américains. Même si l'État congolais a 80% et l'État la congolais CIBK a 20%. L'État congolais va avoir les 80% un peu plus tard. Je vous répète que l'intérêt des États-Unis à l'Amiba est lié au diamant industriel. Je vais vous faire une révélation. La fabrication des missiles que vous voyez se fait avec le diamant. La coiffe, la paroi extérieure des missiles qui couvre l'arme, la tête, a besoin du diamant pour solidifier ce métal qui n'est pas capable de supporter la chaleur dans l'atmosphère qui se fait. Mais le diamant, avec sa propriété de teneur 10, permet à ce que cela soit possible. Donc vous comprenez que le diamant, au-delà d'être quelque chose avec lequel nous pensons que ce n'est qu'un produit de luxe, ça reste un minerai très stratégique compte tenu de son apport dans l'armement militaire par exemple. Et l'Amiba en soi est une conséquence presque de toute sa longévité de la course aux armements. Alors, justement, 60, tout se passe bien, la production est au top, l'Amiba est bien gérée, il n'y a pas de problème. Donc, on va dire en ce moment-là, l'Amiba se comporte bien, les transactions et même sur le plan international, les cours sont, on va dire, il y a une embellie. L'Amiba se comporte bien, mais cette MIBA-là est toujours foncièrement entre les mains des Occidentaux. Il a fallu qu'en 1973, le président Mobutu la nationalise. Ça a créé des problèmes et c'est en 1978 qu'on revient à la normalisation. Alors l'État congolais, 1978, l'État congolais détient alors 80% de parts dans l'actionnariat et la CIBK, la Société des investissements belges au Kasaï, 20%. Ils collaborent très bien, mais une seule chose que l'État a concédée, c'est que l'Amiba n'était que gérée par les Belges. La gestion quotidienne de la société était assurée par la CIBK. Aujourd'hui, on l'appelle actionnaire minoritaire, oui, mais moi, je préfère l'appeler actionnaire de référence, même si l'État est l'actionnaire majoritaire, mais la CIBK restait l'actionnaire de référence. L'appui technique, l'appui commercial, toute la coordination de l'Amiba, tout le côté que vous avez cité, le fleuron de l'économie, c'est une action belge. L'État congolais n'a joui que des taxes et des impôts qu'on lui donnait, des dividendes. Mais la gestion quotidienne de cette entreprise, telle qu'elle a été grande et prospère, c'est la conséquence du travail belge. Alors, en 1986,
ce pacte international qui consacrait la gestion de la MIBA à la CIBECA, donc à la partie belge, change avec la nomination d'un PAD. Ils s'entendent, on nomme pour la première fois à la tête de la MIBA un Congolais, le patriarche Jonas Mukamba, Monsieur Mukamba, mais qui a un DG qui est belge. Et donc, la MIBA est donc gérée... Une direction bicéphale. Très bien. La MIBA est gérée à deux têtes, le PAD et le DG, qui doivent se coordonner pour gérer la MIBA quotidiennement. Et ça, c'est la MIBA que nous avons connue, qui fonctionnait correctement et très bien. Après, on amorce la descente aux enfers après 86. Non. En 86, il y a toujours l'équilibre. D'ailleurs, pour rappel, entre 86 et 97, donc le 97, tout se passait toujours bien. M. Mukamba, par ailleurs, qui n'est pas un ingénieur, qui est un diplomate, a respecté ce contrat, ce pacte, et ça n'a jamais créé de difficultés. La CIBECA a toujours bien travaillé, l'État congolais était là pour appuyer, et tout se passait bien. Mais on a quand même constaté une mauvaise gestion un peu plus tard. Non, il n'y a avant 97. Non, il n'y a pas une mauvaise gestion. Souvenez-vous que on peut subdiviser le mandat de M. Mukamba en deux parties. La partie où le MPR est encore parti État, donc entre 86 et 90. Et après 90, nous passons dans la transition. Et vous savez que dans la transition, plusieurs choses se sont produites. Mais la MIBA est restée, à cette époque d'ailleurs, la première et la plus grande société du Zaïre. Vous vous souvenez qu'il a révélé d'ailleurs que la MIBA payait à la GECAMINE 2 ou 3 ans de salaire, à chemin de fer, c'est SNCZ, 2 ou 3 ans de salaire. La MIBA était en très bonne santé financière et travaillait et tout se passait bien. Et c'est la MIBA qui a appuyé le Congo pendant les guerres de 97. Alors, lorsque l'avènement de l'AFDEL est là, nous sommes contents, il y a la libération. Simplement, la AFDEL arrive avec la guerre, qui a déjà commencé un peu avant Mobutu, qu'on appelait l'effort de guerre. Simplement, on impose à la MIBA un effort surréaliste qui va coûter cher à la MIBA, puisque la MIBA est une société qui fonctionne, qui a besoin des investissements pour remplacer son matériel de production et son infrastructure. Malheureusement, avec l'effort de guerre, on n'a fait que pomper. L'amortissement du matériel qui était prévu pour X temps n'a pas été respecté parce qu'il fallait tourner le matériel 24 heures sur 24. Alors un matin, on pouvait se réveiller et constater que la MIBA pouvait se retrouver à l'arrêt parce que les investissements ont été, disons, interrompu. On a constaté que pendant cette période, il y avait une opacité également dans la gestion de l'entreprise. Avec l'effort de guerre, on ne sait pas exactement combien la MIBA a injecté dans l'économie pour faire face aux différentes agressions. Je vous dirais plus ou moins sur les chiffres reçus de la hiérarchie de CIBECA en Europe, mais simplement pour l'effort de guerre, vous savez que la Sengamine avait été créée, et ce qui s'est passé à la Sengamine, personne ne pouvait savoir. Mais revenons dans le fonctionnement de la MIBA même, il y a eu quelque chose que l'actionnaire de référence, donc l'actionnaire minoritaire CIBECA, n'a pas compris. C'est là où je vous dis, oui, l'État congolais est responsable de la faillite de la MIBA. Pourquoi ? Parce qu'il arrivait qu'il y ait des ponctions. La ponction, c'est quoi? C'est la capacité de l'État de s'imposer en tant qu'État souverain, de prendre l'argent produit par la MIBA. Alors que dans une entreprise minière industrielle, pour faire cela, il faudra respecter certaines normes de gestion et de bonne gouvernance avant de prendre l'argent comme ça. Il est arrivé que l'État prenne jusqu'à 80% de la production de la MIBA. Qu'est-ce qui pouvait rester? Et alors, cette allure a duré jusqu'au jour où l'État congolais finit par pousser l'actionnaire minoritaire à la sortie. Ça, c'est l'arrivée maintenant de Mon Africa, qui reprend la CIBECA, mais ce n'est plus la vraie CIBECA parce que les Belges sont partis. Mais au début des années 2000, quand même, la RDC produisait en moyenne 6 millions de diamants par an. C'était quand même important. Vous parlez de la RDC ou vous parlez de la MIBA? On va dire la MIBA, c'est la MIBA qui est, en tout cas, on va dire, en pole position en ce qui concerne la production. Mais on va dire que déjà, en ce moment-là, tout se passait plus ou moins très bien. 2003, 6 millions de diamants. Oui, ça se faisait,
mais nous avions en ce moment-là à 600 000 carats par mois. C'était la limite du seuil de rentabilité. Et c'était déjà un grand malaise avec l'autre actionnaire qui considérait qu'il était lésé, on ne le consultait plus et l'État faisait ce qu'il faisait comme si lui, il était là pour rien. J'aimerais vous rappeler aussi une chose très importante, c'est que l'AMIBA a eu un contrat qu'on appelle le contrat Emaxon avec M. Dan Gertler qui avait prêté à l'AMIBA 14 millions. La gestion de ce contrat par l'AMIBA l'a aussi précipité dans une situation calamiteuse. Gestion opaque de ce fonds? Non, ce n'est pas une gestion opaque. C'est un investissement qui n'avait pas été bien réfléchi. C'est un investissement qui n'a pas été rationnel parce que sur 14 millions, 11 millions de dollars avaient été investis dans l'achat d'une dragline. Simplement, la dragline consommait en énergie électrique beaucoup plus que la MIBA était capable de produire en termes d'électricité. Pour que la drague fonctionne, il fallait arrêter toutes les machines, toutes les usines au polygone afin que cette drague fonctionne. Donc, lorsqu'on fait un ratio entre la production de l'énergie contre la consommation que cet outil avait besoin et tout ce qu'il y avait déjà comme consommation avant la dragline, la MIBA ne pouvait pas fonctionner. Malheureusement, il y a eu l'assassinat de monsieur l'ingénieur allemand qui était le chef de cette dragline, qui l'a mis à l'arrêt. C'était 11 millions de gâchis et c'est resté comme ça. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La MIBA, dans son contrat Emaxon, cède 88% de sa production de diamants à la commercialisation par Emaxon. Ce diamant est vendu à la bourse de Tel Aviv à Hamagan avec un prix de réserve qui est tout à fait affolant et très délirant. C'est un prix de réserve de 10 $ par carat et l'AMIBA n'exportait en réalité que 12% de sa production que son directeur en charge de la commercialisation a mené en verse. Aujourd'hui, avec une dette de 200 millions de dollars américains, est-ce que l'AMIBA peut se relever? L'AMIBA peut se relever à tout moment à condition de la restructurer et de revenir à la MIBA réelle. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit que la MIBA est créée de toutes pièces par la Belgique. Vous avez compris cela. Mais dans ce qu'on appelle la CIBECA, c'est aussi une société qui est une filiale de la Société Générale de Belgique. La Société Générale de Belgique est l'expression de la puissance financière belge du royaume de Belgique. C'est l'expression de la puissance financière du royaume de Belgique. C'est la Société Générale qui est propriétaire majoritaire de la CIBECA. Et l'autre associé de la Société Générale, c'est le leader mondial de diamants que nous appelons la De Beers. Derrière l'Afrique du Sud. Ouais. Derrière la Société Générale, il y a la Banque Générale de la Belgique. C'est-à-dire quoi? L'AMIBA était tenue par l'État belge, qui était son avaliseur international, par la Société Générale, qui était son pourvoyeur des fonds, et par la De Beers, qui était son guide technique. Je vais vous donner un exemple pour comprendre. J'ai entendu plusieurs fois au ministère du portefeuille, à l'AMIBA, même au ministère de Mines en RDC, dire qu'il fallait la certification des réserves à l'AMIBA pour la relancer. Est-ce que ce n'est pas vrai aussi? Ça n'a pas de logique. Pourquoi? Parce que le département de géologie à l'AMIBA et le service de prospection de l'AMIBA faisaient déjà toute cette prospection et cette certification sans payer des millions. Parce que l'AMIBA elle-même avait dans son actionnariat, CIBECA, un des propriétaires s'appelle la De Beers. Donc, lorsque la De Beers est dans l'AMIBA, on n'a pas besoin d'aller payer une certification. Mais lorsque vous chassez la CIBECA ou vous la poussez à la porte, vous vous mettez à dos la Belgique. Ça veut dire que les banques vous tournent le dos. L'État belge qui signe pour vous pour prendre n'importe quoi, n'importe quel crédit, il vous tourne le dos. Mais la CIBECA n'était pas également à un moment donné intéressée à l'AMIBA. Elle était plus ou moins nonchalante en ce qui concerne l'évolution de l'AMIBA. La CIBECA s'est sentie lésée puisqu'elle a été poussée à la sortie par l'État congolais, par un nationalisme aveugle.
Le nationalisme aveugle du Congolais, c'était de dire nos minéraux ne peuvent profiter qu'au Congo. Alors que l'Amiba est une chaîne qui commence à Bakwanga et qui monte en verse, qui va jusqu'en Amérique. L'Amiba ne produisait pas parce qu'elle avait envie de produire. En début d'année, se tenait un conseil d'administration. La DBEUR se donnait des instructions par la CIBECA, disait que cette année, le marché mondial, les besoins industriels, tel besoin, nous avons besoin cette année d'une production de 12 millions. Alors l'Amiba communique par son conseil d'administration que le monde de cette année, nous avons besoin par rapport aux équilibres de produire autant. Parce que l'Amiba ne représentait que 60% des parts de production du diamant dans le monde. Donc, enlever ou pousser la CIBECA à la porte, c'est comme si on prenait un corps et on coupait sa tête. Le corps ne peut pas fonctionner sans tête. L'Amiba est resté un monstre. Ce qu'il faudra refaire aujourd'hui, c'est de recomposer l'Amiba. Mais Moine Africa, aujourd'hui, à sa ressource, n'a pas permis d'équilibrer les choses? Non. Moine Africa rachète 20% de parts à l'Amiba. Les Belges sont partis. Le nom CIBECA reste une coquille vide parce que les Belges ne sont plus là-dedans. Monsieur Kalampinga, qui est propriétaire de Moine Africa, oui. Au moment d'une révalorisation du capital ou d'une augmentation du capital, se retrouve en large minorité. Il a démissionné. Les Chinois qui sont venus prennent le groupe et Moine Africa se mue à sa ressource. Et laissez-moi encore vous dire qu'aujourd'hui, à sa ressource est virtuellement en faillite à Londres. Il y a des administrateurs judiciaires qui ont été nommés. Monsieur Guy Chapman gère aujourd'hui au nom de la justice ce groupe qui pourrait demain être vendu. Vous vous rendez compte que sur ces jeux de ping-pong, il y a 20% des parts de l'Amiba qui se jouent ailleurs alors que nous sommes ici. Et donc un jour l'État pourrait se réveiller. Eux, ils ont fait des montages financiers et l'État se retrouve dans une dette, par exemple, de 5 milliards. Est-ce que dans les 80% des parts de l'État, il n'y a pas moyen de faire un joint venture pour qu'un autre actionnaire intègre ce groupe? Je pense que l'Amiba, c'est une société qui est grande et qui a un poids d'une multinationale. Un individu n'est pas capable de venir investir ce que l'Amiba souhaite obtenir. Même le banquier de l'homme le plus riche lui dirait il faut un amortissement à 50 ans, 70 ans. Lorsque l'individu regarderait son espérance de vie, il ne peut pas investir dans quelque chose comme ça. L'Amiba a besoin des partenariats avec des États crédibles, comme ce qui a existé dans le paradigme avec les Belges. C'est ça le plus important. Il faut rappeler les Belges aujourd'hui. Je pense qu'il faudra avoir de l'honnêteté intellectuelle, se rendre compte de notre bourde, renégocier avec la Belgique et lui redonner ses 20 ou 30% de parts. Mais la RDC a un plan de relance. Déjà avec le président Kabila, 2010, 10 millions de dollars remis à l'Amiba pour relancer ses activités. C'était déjà un pas important pour la reprise des activités de cette société minière. Dans votre présentation, vous avez mentionné qu'en 2008, moi-même, j'ai facilité à l'Amiba un crédit de 2 millions de dollars. Exact. Cette expérience m'a permis de comprendre 2 millions, 5 millions, 10 millions, jusqu'à 40 ou 50 millions, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas consommateurs de ce que nous produisons en termes de minéraux. Le Congo est riche, pas de ces minéraux, mais le Congo est riche du besoin des Occidentaux, des Indiens, des Chinois, des Russes ou des Américains. Mais ces gens-là, matin, midi, soir, ils travaillent à réduire cette dépendance. Aujourd'hui, les diamants sont fabriqués dans des laboratoires. Le diamant n'est que du carbone chauffé à haute température. Demain, avec le diamant synthétique, qui est de meilleure qualité, notre diamant ne servira plus à rien. Donc, il faudrait qu'on ait la capacité de comprendre que nous avons des minéraux qui sont basés sur les besoins des autres. Et nous devons créer de partenariats win-win, comme l'avait dit son Excellence le Président de la République, pour permettre à chaque partie de se retrouver. Mais notre nationalisme aveugle a poussé celui qui était le pourvoyeur de fonds, celui qui garantissait le bon fonctionnement de l'Amiba,
à la sortie. Depuis que la CIBECA est partie réellement, l'AMIBA est foutue. Et on ne sait pas faire autrement aujourd'hui. Voilà pourquoi je pense que l'État congolais, étant le responsable premier de ces dysfonctionnements, l'État doit renoncer à ses 80% des parts d'actionnariat afin d'ouvrir le capital et permettre à d'autres qui sont intéressés pour venir investir au Congo. Donc vous êtes en train de décourager tous les plans de relance qui sont aujourd'hui proposés, notamment par le comité de gestion de l'AMIBA. Nous apprécions les efforts du comité de gestion, mais nous pensons que ces efforts sont absolument insuffisants parce que ça fait des années et des années que les efforts sont fournis à hauteur des montants qui sont très insignifiants et les résultats ne peuvent pas changer. L'AMIBA a besoin d'un minimum, je dis bien, de 200 millions de dollars pour sa relance, avec des préalables qui doivent obligatoirement être respectés pour crédibiliser le fonctionnement de cette société. Mais le président Tshisekedi avait également remis une enveloppe de 5 millions de dollars à l'AMIBA. Selon la direction de l'AMIBA, cela a permis notamment d'acheter une usine complète et neuve, et également d'acheter une autre qui se trouve dans les conteneurs, qui doit être déployée dans les jours qui viennent. Donc les 5 millions permettent d'acheter du matériel pour relancer les activités là-bas. Pourquoi vous refusez que l'État injecte de l'argent pour relancer la GKM? Non, je vais vous dire la vérité. L'AMIBA est sous une forme de blocus international. Ce qu'on dit embargo. On ne peut pas pousser un associé de cette envergure-là à la sortie. C'est la CIBECA qui a conduit à cet embargo? Non, c'est l'État congolais, par son comportement unilatéral, qui a poussé au blocage international. Et donc l'État se retrouve aujourd'hui avec 80% de parts à l'AMIBA, sans solution. 10 millions, 10 millions, 5 millions, 2 millions, 40 millions aujourd'hui. Mais pourquoi faire? Le niveau de la projection et de la vision technique, telle que conçue en Belgique, n'est pas la même chose que telle que nous faisions. C'est telle que nous faisons actuellement. C'est la combinaison, la synergie de ces deux forces qui donnait à l'AMIBA la possibilité de travailler correctement et d'avoir une prospérité. À l'époque, la Belgolaise était à la disposition de l'AMIBA. Les fonds de l'AMIBA logeaient à la Belgolaise et l'AMIBA ne pouvait manquer de rien. Tout ce qu'elle voulait en matériel se faisait automatiquement. Il y avait un plan d'accompagnement et l'AMIBA est resté. Aujourd'hui, on met 40 millions. Pourquoi? Et je veux vous dire quelque chose. Pour relancer l'AMIBA aujourd'hui, nous avons besoin d'abord de 3 préalables majeurs. Je vais vous rappeler que le Kasaï oriental, spécifiquement Bakwanga, avait été déclaré à l'époque de Belge comme étant la zone A. C'est une zone dans laquelle les activités commerciales sont absolument interdites. Il n'y a que le travailleur de la fourmilière de l'AMIBA qui pouvait avoir accès à cette zone, dans l'unique but de travailler et de produire. Et cette production a aidé le pays tout entier. Aujourd'hui, le polygone minier, qui est la mine exclusive pour l'AMIBA, où il y a 13 pipes kimberlitiques, 5 massifs, où l'AMIBA a fait la pluie et le beau temps. C'est ce polygone qui a permis que l'AMIBA devienne le leader mondial de diamants. Que Mbujimayi soit la capitale mondiale du diamant. Ce polygone n'est pas sécurisé. La première chose qu'il faudra faire aujourd'hui, c'est sécuriser le polygone. Parce que figurez-vous que le peuple du Kasaï aujourd'hui entre au polygone comme il veut, quand il veut. Et les investisseurs qu'on demande d'investir, nous ne devons pas simplement leur demander d'investir, mais nous devons garantir à ces investisseurs leur profit. Or, un investisseur, quand il vient, il constate que là où il est censé faire le profit,
la nuit ou la journée, n'importe qui pourrait venir pour prendre encore le diamant que lui, il calcule dans son profit. Il ne vient pas. Mais pour sécuriser, il faudrait ces genres d'appui que l'État donne à l'AMIBA pour le relancer. Il faut, la relance de l'AMIBA ne peut pas se faire aujourd'hui dans ce contexte. Il faut mettre sur la table les structures, les critères qui peuvent permettre cette relance. Le premier critère, je viens de vous le situer, c'est la sécurisation du polygone. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait la brigade minière. C'est une partie de l'armée ou de la gendarmerie qui était détachée exclusivement à la sécurité de l'AMIBA et surtout du polygone, la brigade minière. Il y avait aussi la surveillance. C'est un service de sécurité qui traquait les gens. L'AMIBA de l'époque avait même des hélicoptères. Et ces polygones étaient clôturés. Tout celui qui s'approchait de ce polygone était arrêté et conduit vers le parquet. Donc, nous devons mettre les conditions qui ont existé pour permettre de sécuriser d'abord le polygone. Ça, c'est aussi beaucoup d'argent. Deuxièmement, aucun investisseur sérieux, même pas l'État congolais, ne peut risquer d'investir dans l'AMIBA avec la dette de l'AMIBA. Il faut donc désintéresser les créanciers MIBA. La dette de l'AMIBA doit être délocalisée. Elle doit partir à l'OGEDEP, à la Banque centrale ou dans une institution qui va gérer. Il faut que l'AMIBA se présente devant un investisseur comme une belle femme prête à être épousée. À vous entendre, les 40 millions de dollars de la FPN ne serviront à rien. Non. On ne peut pas dire que ces 40 millions vont servir à la relance, parce que la relance sous-entend une production dans les meilleures conditions et en bonne et due forme. Ça aidera déjà de mettre, d'arranger les climats, d'éponger l'ardoise en ce qui concerne les employeurs, relancer certaines machines, acheter certaines machines. Mais cette banque-là, lorsque vous lui dites que l'argent que vous donnez, c'est pour régler la dette, la banque va fuir. La banque n'est pas philanthrope. La banque vient, elle demande des hypothèques. Elle vient, elle doit sécuriser son argent. Mais la banque, qu'est-ce qu'elle elle aura une garantie de l'État. Mais cette garantie-là, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que l'État congolais, qui a pris l'argent de l'AMIBA produit de l'argent, 300, 400 millions. L'État a fait des ponctions pour s'occuper de ce qu'il pouvait s'occuper. Donc l'État, qui est actionnaire et qui est aussi État, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'AMIBA dans une situation de dette. Mais le même État va chercher une banque pour dire, viens mettre 40 millions à l'AMIBA. Et la banque, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, donnez-moi le massif 1 en hypothèque. C'est-à-dire qu'on prend 40 millions de dollars. On met à l'AMIBA, on ne va pas produire. On va l'acheter des machines. Acheter une machine, ce n'est pas produire. Éponger la dette, ce n'est pas produire. C'est régler le passif. Et de l'autre côté, l'État va hypothéquer, par exemple, le massif 1, qui est lui sous-estimé par des géologues à plus ou moins 1,5 milliard de dollars. Donc, contre 40 millions de dollars, nous allons prendre un massif qui vaut en réalité plus, mais qui a été sous-estimé à 1,5 milliard, que nous allons donner à la banque. Alors, l'AMIBA va acheter du matériel, ce n'est pas encore la production. L'AMIBA va payer ses travailleurs, ce n'est pas la production. L'AMIBA va éponger quelques dettes, ce n'est pas la production. Vous oubliez qu'il y a des flats qu'on peut exploiter et avoir rapidement des ressources. Pour exploiter le polygone minier, il faut le sécuriser. La population du Kasaï oriental vit dans la misère. L'instinct de survie pour cette population, d'aller chercher quelque chose à manger. La chose à manger, on la cherche comment? On la cherche en allant prendre ce diamant. Alors quand vous avez passé les tracteurs la journée, la population vient dans la mine qui n'est pas clôturée, qui n'est pas sécurisée pour prendre les graviers. Ce sont ces graviers-là, et dans ces graviers-là, qu'il y a le diamant qui crée la rentabilité de l'AMIBA. Nous allons arriver à une situation telle que la banque a donné de l'argent et la rentabilité ne sera pas là et la banque va vendre le massif. Et nous allons créer une dette sur une dette sur une dette. Voilà pourquoi il faudra être lucide. La première chose, c'est la sécurisation du polygone.
reclôturer le polygone comme il a été clôturé à l'époque. Remettre l'armée ou la surveillance pour empêcher que les creuseurs aillent au polygone. Ça, c'est le préalable pour l'investisseur qui a besoin de voir son profit garanti. Deuxièmement, il faut désintéresser les créanciers. L'AMIBA est surendettée et que chaque fois qu'elle produirait du diamant, avant de vendre ce diamant, le diamant sera saisi. On désintéresse comment? En délocalisant la dette. Mais ça ne résout pas les problèmes. Alors en ce moment-là, ça ne résout pas le problème, mais l'AMIBA est libre de tout engagement de dette. Elle peut alors travailler en mettant l'argent réellement dans la production, pas dans le paiement de la dette. Et elle peut produire vite l'argent et venir au secours de l'institution qui l'a secouru. Admettons aujourd'hui que l'OGEDEP prenne la dette de l'AMIBA par un acte de cession de créance. Donc les créanciers vont se retourner contre l'OGEDEP. Alors, en ce moment-là, l'AMIBA est libre. Alors, lorsqu'on va en Belgique, on dit à la CIBECA ou à Umicore, voilà, nous reconnaissons que nous avons mal géré, nous voulons revenir sur ce que nous avons. Est-ce qu'il faut pas, on doit revoir l'actionnariat en ce moment-ci pour que les choses puissent aller rapidement? On doit revoir l'actionnariat, les parts des uns et des autres. Mais avant de parler d'actionnariat, il faut encore parler des réserves. Donc, le premier point, c'est la sécurisation du polygone. Le deuxième point, désintéresser les créanciers. Le troisième point, la certification de réserve. Vous allez parler avec les investisseurs pour leur dire que vous avez quoi? Après un siècle d'exploitation, vous avez quoi? Les 10 millions qui ont été injectés à l'époque du président Kabila avaient servi, on a dit 60% avaient servi dans cette opération de certification. Il n'y a pas de résultat jusque-là? À ma connaissance, l'AMIBA n'a fait aucune certification. L'AMIBA n'a fait que payer à ces travailleurs qui lui mettaient la pression. C'est important de payer les travailleurs parce qu'ils doivent vivre. Et donc aujourd'hui, nous avons un problème entre le cœur qui doit donner au frère qui n'a pas à manger son argent, c'est un droit, et entre cette volonté de relancer l'AMIBA. 10 millions, tout ce qu'on dit là, c'est impossible. Je donne l'exemple de l'actuel comité de gestion. Ils ont annoncé qu'ils recevaient 5 millions de dollars pour relancer la production. 5 millions de dollars pour relancer la production, ça ne veut pas dire 5 millions de dollars pour payer les travailleurs ou pour payer une dette. C'est pour relancer la production. 4 mois plus tard, ils ont produit 40 000 carats de diamants qui ne représentent que 800 000 dollars. Est-ce que ça, c'est relancer la production? Quand nous faisons des ratios, il y a des montants qui ne servent même pas à injecter à l'AMIBA parce qu'ils sont inutiles. Moi, je préfère que l'État construise 5 km de route avec 5 millions de dollars plutôt qu'investir dans une AMIBA qui ne ferait pas ce qu'elle a demandé de faire. Mais que l'État se concentre une fois pour toutes à la restructuration et à l'amélioration du paradigme AMIBA pour lui permettre d'avancer. Et donc, si vous me permettez, il faudrait sécuriser le polygone, il faudrait désintéresser les créanciers, enfin, il faudrait certifier les réserves. Ces 3 conditions permettent alors à l'État, actionnaire majoritaire de l'AMIBA, d'aller sur la place publique pour se vendre ou pour attirer des investisseurs. L'AMIBA n'a pas de dette, le polygone est sécurisé et les réserves existent. Alors on dit, voilà, nous venons investir. Mais on va investir quoi et comment? Alors maintenant, la vraie conversation commence. Après ces 3 préalables, on ne peut pas investir dans une société minière industrielle sans tenir compte du dossier de l'énergie. Avant de parler de la production à l'AMIBA, le dossier indispensable, c'est l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de production. Alors, avec 5 millions, avec 40 millions, vous allez produire quoi sans énergie? Il faut améliorer la capacité énergétique de produire l'énergie et l'électricité à l'AMIBA. Le Bilangi 1, qui est un barrage, le Bilangi 2, barrage, il faudrait les mettre en capacité de produire l'énergie utile et nécessaire pour la production de l'AMIBA. Il faut, en ce moment-ci, trouver un nouveau leadership à l'AMIBA? Je pense qu'il faudra créer une commission spéciale pour la relance de l'AMIBA, qui va se pencher d'abord sur les 3 points essentiels. Ce sont ces points-là
qui vont permettre que des conversations sérieuses avec des investisseurs se passent. Tant que le polygone est une passoire, personne n'accepterait de mettre son argent pour que quand il fait le tracteur la journée, que le soir, son gravier soit pris par la population. Il faudrait absolument, c'est même la priorité de priorité, sécuriser le polygone. Aujourd'hui, des gens habitent dans le polygone. Moi qui suis un enfant MIBA, je tombe à la renverse. Le polygone doit être fermé. C'est un lieu sacré. C'est de là que l'argent de la République vient. Il faudra investir d'abord à la sécurisation du polygone. Ensuite, il faudra désintéresser les créanciers. Ensuite, il faut certifier les réserves. Quand on a terminé les 3 préalables d'une conversation sérieuse, ensuite on regarde. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va s'occuper de l'énergie. Combien on investit? On va s'occuper du matériel de production. Un siècle d'exploitation. Est-ce que l'alluvionnaire est toujours suffisant ou il faudra passer à la kimberlite pure? Les centrales de triage, les usines centrales, les laveries doivent être adaptées à cela. Ça coûte cher. Il faudra garantir un approvisionnement industriel parce que nous sommes dans une mine. On peut investir autant d'argent, un grand bouldex, ça veut dire une grosse pierre, tombe et un tracteur s'arrête. Il faut vite le remplacer. Tout ça, lorsqu'on calcule, nous sommes dans un minimum, sans dette, dans un minimum de 200 millions. Monsieur Dinanga, Monsieur Dani Mukendi ou Dinanga, vous avez l'ambition de diriger la MIBA? On ne peut pas me refuser d'avoir de l'ambition. Légitimement, je suis un enfant MIBA et je peux parler de la MIBA. Figurez-vous que lorsque vous comprenez la faillite de la MIBA, vous comprenez la décadence du Kasaï oriental. La MIBA est un fleuron, ou c'était un fleuron de l'économie nationale. La MIBA est un moteur de l'économie du Kasaï et du Grand Kasaï, plus particulièrement et de manière générale. Donc, aujourd'hui, moi je plaide, Dani Mukendi wa Dinanga, je demande à l'autorité de la République, c'est-à-dire à son Excellence, le Président de la République, de travailler dans le sens de remettre la Belgique dans l'actionnariat MIBA, d'accepter au nom de la responsabilité que l'État congolais a pu faire succomber à la MIBA, de permettre d'ouvrir le capital. Je conçois une MIBA où l'État congolais a 40% de parts, où la Belgique peut avoir 30% de parts, et l'autre part, on peut trouver des Indiens aussi, créer une compétitivité, une nouvelle MIBA. La MIBA, c'est toujours possible, mais c'est la manière d'y parvenir qui n'est pas bonne. On ne peut, la production est le point final de la chaîne de la relance de la MIBA. Nous allons commencer par des préalables qui permettent de garantir une bonne production en garantissant le profit aux investisseurs. La CIBECA est partie sans vouloir partir, mais elle est quand même partie. Monsieur Mouanafrika est arrivé, il est également parti. Aujourd'hui, Assa Group est virtuellement en faillite, il part. Mais l'AMIBA, ça fait des années que la population souffre, il faudra résoudre cela. Pourquoi l'AMIBA est tombée en faillite? Comment son chiffre d'affaires s'est effrité au fil des années? Quelle thérapeutique pour la relancer? Face à face ce dimanche 13 juin après le 13h, je reçois Dani Mukendi wa Dinanga, économiste, expert gémologue d'Anvers.